C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Le gouvernorat militaire de l'Ituri est au cœur d'une tension diplomatique avec l'Ouganda. Selon Africa Intelligence, Kampala aurait demandé à Kinshasa le départ du lieutenant-général Johnny Luboya Kashama alors que celui-ci limite le déploiement de troupes ougandaises dans le cadre des opérations contre les ADF. Suivant. Le gouvernorat militaire de l'Ituri ne cache plus son hostilité à l'égard de Kampala. Selon le journal Africa Intelligence, le 4 mars 2026, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama a interdit le passage de l'armée ougandaise par les postes frontières d'Anzida et de Karombo. Depuis 4 ans, l'armée congolaise et l'armée ougandaise mènent des opérations conjointes contre les terroristes des forces démocratiques alliées et IDF présents dans l'est de la RDC. Alliés à l'État islamique, ils sont accusés d'avoir massacré des milliers d'habitants congolais. À la tête de la province de l'Ituri depuis 2021, le lieutenant-général Luboya Kashama cherche non sans difficulté à limiter les déploiements des UPDF au cadre strict de l'opération Shujaa. Sa posture agace l'establishment ougandais qui le considère comme une menace pour ses intérêts. Jamais avare de la déclaration outrancière, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni et chef d'état-major des UPDF, avait menacé sur X en mars 2025 de procéder à l'arrestation de Johnny Luboya Kashama. Quelques mois plus tard, en septembre, l'armée ougandaise a demandé en coulisses à Kinshasa son éviction, révèle Africa Intelligence. Le journal français précise que le pouvoir de Félix Tshisekedi n'a pas donné suite, malgré les menaces de Kampala de retirer ses troupes. Celles-ci sont restées, les UPDF ayant tout intérêt à demeurer en Ituri, zone d'influence traditionnelle de l'Ouganda. Si Kinshasa hésitait à engager des escalades diplomatiques, la situation a progressivement évolué. Estimant que le contexte lui est désormais moins défavorable depuis son rapprochement avec Washington, le pouvoir congolais est aujourd'hui plus enclin à faire preuve de fermeté. L'armée ougandaise ne s'est pas contentée de réclamer le départ du lieutenant-général Johnny Luboya Kashama. Il a également fait part de ses préoccupations sur le fait que les forces armées de la RDC concentrent leurs efforts contre les hommes de Thomas Lubanga et non sur les EIDF, a indiqué Africa Intelligence. Kinshasa accueillera le 17 et 18 mars 2026 un workshop national sur le renforcement des capacités productives et des exportations. L'événement s'inscrit dans le cadre de la modernisation du partenariat entre la RDC et les CNUCED. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a présidé une réunion technique préparatoire a expliqué Mouilo Mbo, expert en commerce international au ministère suivant. Nous avons reçu les orientations sur l'organisation de l'atelier national destiné aux décideurs politiques de notre pays. Cet atelier vise à élaborer un document national de développement, un document holistique qui a pour vocation d'insérer la RD Congo dans le système commercial multilatéral sur base de ses ressources. Parce qu'il a été constaté que, sur base également des indicateurs sur lesquels travaille la CNUCED, que la RD Congo se situe à un niveau en deçà de la moyenne africaine en ce qui concerne les capacités de production. Et donc c'est un défi majeur que nous avons, que le pays a. Et donc c'est dans ce cadre-là que le ministre, lors de sa tournée l'année passée à Genève, auprès des institutions chargées du développement du commerce international, avait pris langue avec celle-ci afin que
nous puissions être assistés, accompagnés par la CNUSED, qui est une structure des Nations Unies, qui a pour vocation justement d'accompagner les pays en développement pour les sortir dans le groupe des pays les moins avancés et donc à travers les commerces et l'investissement. Et donc nous sommes inscrits dans cette logique-là, la RD Congo bien sûr, à travers le ministère du Commerce extérieur et également tous les autres secteurs. Et là, il est important de rappeler que le commerce extérieur, c'est un secteur qui est transversal. Et donc, par cette transversalité, on travaille en collaboration avec tous les autres secteurs afin de promouvoir le développement par le commerce, mais en améliorant nos chaînes de valeur, nos capacités de production, et pour que, enfin, dans le moyen et long terme, nous puissions parler autrement de la RD Congo dans le Conseil des Nations. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés. Tout est presque prêt. Sur le plan national, toutes les conditions sont réunies pour la tenue de cette réunion. Et des concerts avec les amis qui sont à ceux qui travaillent à la CNUSED, tout est fin prêt. En tout cas, tout est fin prêt pour que le mardi 17 et le mercredi 18, les décideurs au niveau politique de notre pays vont se retrouver pour échanger pendant 2 jours sur ce que nous disposons et les conditions pour la transformation de notre économie, afin qu'elle puisse se relever et être compétitive sur le plan international et sur le plan africain. En tout cas, toutes les composantes de notre économie sont partie prenante à cela. Il y a la FEC qui est là, FENAPEC, le COPMECO et bien d'autres. Même l'association des femmes entrepreneurs est également associée. Mais bien entendu, la société civile, les universitaires sont associés, et ainsi que les secteurs publics. On poursuit. Jean-Guy Blaise Mayola, président de la Fédération congolaise de football, a été condamné à la prison à perpétuité pour détournement de plus d'1 million d'euros de financement de la FIFA. Suivez. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Guy Blaise Mayolas a été reconnu coupable par la Cour d'appel de Brazzaville. Accusé de détournement de fonds publics, de blanchiment de capitaux, ainsi que de faux et usage de faux, le président de la Fédération congolaise de football écope également d'une amende de 100 millions de francs CFA. L'accusé Mayolas Jean-Guy Blaise est-il coupable d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, altérer frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques en falsifiant les factures et d'en avoir fait usage, ce au préjudice de la FECOFOOT, fait prévu et puni par l'article 150 et 151 du Code pénal. Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu oui pour Mayolas Jean-Guy Blaise, coupable des infractions de prise illégale d'intérêt et de faux et usage de faux. En répression, leur faisant application de la loi, les condamne aux peines ci-après. La réclusion criminelle à perpétuité et une amende de 100 millions de francs solidairement à l'encontre de Mayolas Jean-Guy Blaise. Le verdict est tombé tard dans la soirée du 9 mars 2026. Le tribunal ne s'est pas arrêté au premier responsable de la fédération. Parmi les autres condamnations, Badi Mombo Watete, secrétaire général de la FECOFOOT, et Raoul Konda, responsable financier de la dite institution, ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme. Ils devront chacun s'acquitter d'une amende d'1 million de francs CFA pour complicité de malversation financière. 5 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 1 million chacun à l'encontre de Badji Mombo, Wantete et Kanda Raoul. Ce procès marathon qui s'est tenu sur 4 jours visait à faire toute la lumière sur les crimes financiers ayant gangréné la fédération pendant plusieurs années. Pour les observateurs, cette décision marque un tournant dans la lutte contre l'impunité au sein des instances sportives nationales. L'audience est levée. Le Conseil de sécurité a adopté le 11 mars 2026 la résolution 2817 condamnant les attaques de l'Iran
contre les États du Golfe et de la Jordanie. Les groupes africains A3, RDC, Somalie, Libéria a voté pour, réaffirmant le respect du droit international. La RDC s'est abstenue lors du vote sur un second projet suivant. L'honneur de prononcer cette déclaration au nom du A3, à savoir la République démocratique du Congo, le Libéria et mon propre pays, la Somalie. Nous remercions la secrétaire générale adjointe, Madame Di Carlo, le secrétaire général adjoint, Monsieur Lacroix, et le secrétaire général adjoint, Monsieur Fletcher, de leurs exposés circonstanciés. Nous remercions aussi Madame Lina Arfouche de sa contribution très utile. Nous saluons la participation du représentant du Liban à la réunion d'aujourd'hui. Le A3 voit l'escalade des hostilités au Liban depuis début mars avec un profond sentiment de préoccupation et de gravité. Nous sommes fort alarmés par le bilan qui ne cesse de s'alourdir et par la destruction des infrastructures civiles, y compris dans des zones résidentielles densément peuplées. De surcroît, comme l'indiquait l'UNICEF, près de 700 000 personnes, dont 200 000 enfants, ont été contraints de quitter leur foyer et gonfle les rangs des milliers de personnes déjà déracinées par de précédentes attaques. À cet égard, nous demandons la protection des civils et le plein respect du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits humains. Le A3 est également vivement préoccupé par l'incident du 6 mars contre la FINUL au Liban, qui a blessé 3 casques bleus ghanéens qui étaient en poste à Al-Qaza. Ceci nous rappelle tristement les dangers encourus par les casques bleus au Liban. La sûreté et la sécurité du personnel et des biens des Nations Unies ne sont pas négociables. Elles doivent être respectées à tout moment, sans exception aucune. Nous souhaitons un prompt rétablissement, un rétablissement complet à tous les casques bleus blessés. Monsieur le Président, le A3 réaffirme son attachement indéfectible à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'unité et à l'indépendance politique du Liban. Le Liban ne doit donc pas devenir le théâtre d'affrontements par procuration ou d'une expansion territoriale unilatérale. Le respect de la ligne bleue et la cessation des hostilités, le respect de la ligne bleue et de l'accord de cessation des hostilités par tous les acteurs est essentiel pour la stabilité et pour la pleine mise en œuvre de la résolution 1701. Nous reconnaissons le rôle crucial que la FINUL continue de jouer pour maintenir la stabilité le long de la ligne bleue. Sa présence reste un élément crucial des efforts collectifs pour parvenir à la paix au Liban et contribuer à la désescalade. Dans le même temps, le A3 souligne l'importance du renforcement des capacités des forces armées libanaises pour qu'elles assument la pleine responsabilité de la défense du territoire libanais. Nous enjoignons la communauté internationale à intensifier son soutien, y compris avec du matériel et une assistance financière pour garantir le déploiement durable et efficace des forces armées libanaises au sud du Litanie. Monsieur le Président, pour conclure, le A3 demande une cessation immédiate des hostilités et le retour urgent aux paramètres de l'accord de cessez-le-feu de 2024. Nous soulignons qu'un nouvel engagement en faveur de la résolution 1701 reste le cadre essentiel pour garantir la stabilité à long terme. Il est impératif que toutes les parties privilégient le dialogue et la diplomatie plutôt que l'affrontement, pour éviter un embrasement régional. Parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient est la seule solution viable. Ce ne sera possible que grâce à un véritable engagement en faveur de la diplomatie conformément au droit international et à la charte. Nous sommes solidaires avec les Libanais et nous enjoignons le Conseil d'agir à l'unisson et de rétablir résolument la paix et d'insister sur le respect du droit international. Je vous remercie. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.